Alors, je suis toujours dans le site docteurangélique.free.fr, dans la série des introductions philosophiques à l'école du père Marie-Dominique Philippe, et en vue d'une meilleure lecture directe de saint Thomas d'Aquin. Et donc, dans cette 4e leçon de philosophie éthique, c'est-à-dire de morale, je voudrais aborder la notion d'activité morale. Qu'est-ce que l'analyse de l'activité morale ? Alors d'abord, un petit préalable, il faut distinguer dans l'homme l'activité de l'homme et l'activité morale. L'activité de l'homme, c'est par exemple le fait de digérer, de dormir. Matériellement, c'est bien la personne humaine qui digère et qui dort, mais cet acte n'est pas volontaire. Il n'est pas lié à la liberté. Il est lié à tous les autres degrés de vie qui sont présents dans la totalité, dans la plénitude d'une personne humaine. Ce qui caractérise une activité humaine, et particulièrement l'activité morale, c'est quand elle est en rapport, quand elle sort librement de l'esprit. Ça veut dire que ce qui est impliqué systématiquement dedans, c'est l'intelligence qui juge et la volonté qui choisit, avec cette qualité particulière, c'est qu'elle choisit librement. Les deux facultés sont donc l'intelligence et la volonté. La liberté n'est pas une faculté, mais c'est la propriété immédiate que l'on constate quand la vie de l'esprit s'exerce humainement. On verra qu'il y a une préactivité de l'esprit, c'est-à-dire qu'il peut être attiré tout à fait naturellement et sans liberté par son bien. Eh bien, cette activité-là n'est pas proprement activité humaine, elle est une activité naturelle, là encore. Alors, pour encore plus préciser les choses, je voudrais comparer l'activité humaine, et en particulier l'activité morale, puisque c'est là que nous nous situons, avec l'activité des animaux, animaux inférieurs, animaux supérieurs. Ce que j'appelle un animal inférieur, c'est un animal qui n'a pas de capacité de choisir du tout, aucun moyen. Donc chez tous les animaux, on le constate, la finalité est imposée par la nature. Je veux dire par là que les animaux, selon leur nature, cherchent tous à survivre et puis à faire survivre leur espèce. Après, ça peut se passer de manière complètement programmée et on le constate principalement chez les animaux qui n'apprennent rien de leurs parents. Par exemple, l'abeille, qui est un animal capable d'une grande activité intelligente. Par exemple, quand on a commencé à observer la façon dont elle indique la présence d'un champ de fleurs, dont elle indique l'azimut, le nombre de fleurs, le nombre de butinus qu'il doit y aller, la façon dont elle danse, c'est extraordinaire. Eh bien, l'abeille n'a rien appris de ses parents. C'est programmé comme un petit ordinateur et elle le fait naturellement. Alors peut-être que le lion est capable de faire des choses beaucoup moins performantes en apparence, mais il les apprend de ses parents. Au point que si un lion, animal supérieur, a été élevé par des humains, il ne peut pas survivre dans la nature. Et surtout si c'est un lion mâle. Parce que d'abord, il ne connaît pas les conventions sociales avec les groupes, et donc il se fera tuer immédiatement par un autre mâle qui le prend comme un rival. Deuxièmement, parce qu'il ne sait pas chasser, et qu'il sera, étant solitaire, incapable d'attraper quoi que ce soit comme proie. Eh bien, dans les deux cas, animal inférieur, animal supérieur, ils ont bien des finalités dans leur vie. Mais la grande différence avec l'activité humaine, c'est que dans l'activité proprement humaine, la finalité, elle est choisie librement. Dans l'activité animale, elle est imposée par l'instinct, on pourrait dire. Alors bien sûr, les animaux supérieurs, au niveau des moyens, peuvent inventer parfois des nouveaux trucs pour mieux survivre et mieux se reproduire. Mais on ne verra jamais, par exemple par rapport à un instinct aussi fondamental que la reproduction. Un chien, confronté à une chienne en chaleur, dire non, par choix et à cause d'une finalité supérieure, je choisis de ne pas te toucher. Il n'est pas capable parce que ça ne va pas dans le sens de sa nature animale qui, elle, est déterminée à la reproduction. Et donc, il y va. C'est tout. Alors peut-être qu'une autorité supérieure, celle du maître, pourra l'en empêcher. Chez l'être humain, par contre,
soumis à son propre libre arbitre. Il peut y avoir un choix de fidélité, par exemple, parce qu'on est déjà marié. Et même si, au niveau passionnel, une fille qu'on croise peut nous paraître extrêmement attirante, complètement attirante pour la vie sensible, la vie sexuelle, etc., qui est présente en soi. Donc l'être humain est soumis à sa liberté. C'est ce qui en fait d'ailleurs l'être capable du mieux. Donc on voit parfois des actes extrêmement héroïques. Des gens qui vraiment donnent leur vie pour le bien, qui n'en retirent aucun avantage, ni en gloire, ni en plaisir, ni en argent. Mais on voit aussi chez l'être humain le pire, parce que, étant soumis à sa liberté, il peut choisir librement quelque chose que les animaux ne feront pas naturellement, comme par exemple la cruauté sauvage absolue, s'amuser, ne pas tuer pour se nourrir, mais tuer pour s'amuser, perpétuellement, pendant des heures. Donc toutes ces choses qu'on voit partout et qu'il est inutile de décrire. Dans l'activité humaine, proprement humaine, dans toutes les activités proprement humaines, il y a intervention obligatoirement de l'intelligence et de la volonté. On les sépare dans une analyse, on distingue bien les deux facultés vitales. Mais concrètement, les deux facultés interviennent parce que, c'est certain, il faut comprendre la finalité qu'on choisit, dans tous les domaines où on l'a fait, qui peut être la science, qui peut être l'art, qui peut être la politique, qui peut être l'éthique. Et deuxièmement, il faut y aller concrètement, il faut s'y lancer. Donc ça implique une décision, un impérium de la volonté. Intelligence et la volonté sont normalement comme deux doigts qui travaillent ensemble, comme deux affectionnés. Alors je voudrais maintenant décrire les différentes sortes d'activités proprement humaines qui existent pour mieux comprendre la spécificité de l'activité morale. Eh bien, en fait, on en trouve effectivement plusieurs, et la première, la plus fréquente, c'est l'activité artistique. L'activité artistique, c'est notre rapport avec une œuvre que souvent on a imaginée par une inspiration qui a abouti à une idée. Et cette idée, on la réalise dans une œuvre. Lorsque c'est des beaux-arts ou des arts utilitaires, il n'y a pas la même responsabilité par rapport à l'œuvre en tant qu'œuvre qu'il y a dans l'activité morale. Parce que l'œuvre, par exemple un tableau, il ne dépend que de nous, que de notre inspiration. On peut y mettre ce qu'on veut. Et dans l'activité morale en elle-même, il n'y a pas d'intervention directe de l'éthique ou de la politique. Ce qui explique d'ailleurs cet usage abusif que font parfois les artistes, qui font une œuvre complètement scandaleuse, qui veut parfois rien dire, qui scandalise la morale, mais en se réfugiant derrière la spécificité de leur activité artistique, qui effectivement est dans le domaine du beau, du laid, et pas dans le domaine du bien. Alors parfois ils vont trop loin. Quand par exemple des scènes explicites de pédophilie ou de choses comme ça heurtent tellement la moralité publique qu'ils sont mis au banc de la société. L'activité artistique se distingue de l'activité morale parce que l'activité morale a un rapport avec une autre personne, une personne humaine capable, elle aussi, de liberté. Et donc, on le voit bien, comme on est face à quelque chose qui n'est pas réductible à une œuvre, qu'on ne peut pas transformer par soi-même, il y a une responsabilité. Et on le voit partout, par exemple, dans l'éducation d'un enfant, il y a une responsabilité morale. Dans l'engagement de l'amitié, on ne peut pas trahir. La liberté n'est pas entièrement libre, alors que dans l'engagement de l'inspiration, on peut décider tout d'un coup de brûler son œuvre ou d'arrêter, ou de trahir l'inspiration première pour en prendre une autre, etc. Donc, on devra sans cesse comparer ces deux activités humaines qui sont l'activité artistique et l'activité morale. Mais ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Par exemple, il y a l'activité politique. L'activité politique, c'est le rapport d'un homme avec une communauté faite d'autres hommes
mais pas seulement en rapport avec les personnes elles-mêmes, mais avec tous les biens matériels, sensibles, spirituels, qui sont utiles non seulement pour vivre, mais pour bien vivre. Et donc, il y a des éléments d'activité artistique. Par exemple, si on est couvreur, qu'on fait un toit en vue de la communauté, eh bien, l'activité artistique elle-même, elle a son analyse propre, on a le projet, on sait ce qu'on doit faire, mais intervient aussi une responsabilité politique et morale, professionnelle, par rapport aux clients qui l'ont demandé. Donc l'activité politique, elle est très concrète, elle prend toutes les activités humaines sous son chapeau, mais son principe, la finalité qui l'explique, c'est un certain bien commun à tous. Et donc ce n'est pas directement, forcément, les personnes, même si, ultimement, la communauté qui structure toutes les communautés, c'est celle qui naît sans doute de la famille, et donc qui est fondée sur des relations éthiques entre personnes, une responsabilité intime, comme on la décrira dans l'analyse de l'activité morale. Donc on le voit, il y a dans la politique une autre spécificité, un autre genre d'activité morale qui doit être décrit. Et ce n'est pas la seule, il y a une quatrième espèce d'activité humaine, donc impliquant l'intelligence et la volonté, c'est l'activité scientifique. Toutes les sciences, que ce soit les sciences dures, ce qu'on appelle la physique, la chimie, les sciences modernes, où des événements se produisent toujours de la même façon, et donc qui impliquent une rigueur mathématique, que ce soit les sciences humaines, donc la psychologie, la sociologie, qui elles, à l'époque actuelle, se servent d'outils mathématiques comme les statistiques, que ce soit la philosophie dans ses diverses parties, qui elle se sert de tous les moyens, et qui intègre les deux précédentes dans son cheminement, puisque la philosophie aime tout ce qui dit la vérité. Eh bien, à chaque fois, ce qui intervient en premier, c'est l'intelligence, avec son objet, la recherche de la vérité. Et là, à la grande différence de l'activité artistique, c'est que l'objet, donc la vérité, le réel, on n'en est pas le maître. Ce n'est pas nous qui le décidons. Ce n'est pas nous qui, selon notre inspiration, le transformons en telle ou telle chose. Il s'impose à nous. Il est notre maître et humblement, il y a une attitude d'humilité par rapport à cette chose-là qu'on ne peut pas confondre avec une œuvre d'art. Du coup, il y a une grande distinction entre l'activité intellectuelle que je décris ici et l'idéologie qui, elle, confond activité scientifique avec activité artistique. Ça veut dire que notre projet, notre idée du monde devient la vérité et on transforme le monde, quitte à tuer parfois, c'est allé jusqu'à cela avec le marxisme, le nazisme, jusqu'à tuer, si le monde résiste à notre conception du monde. On le façonne à notre image. Chacune de ces activités peut être analysée. Elle a un cheminement. Par exemple, pour l'activité intellectuelle, je disais, on a d'abord le jugement d'existence, et notre volonté doit vraiment diriger notre intelligence pour en revenir au réel. On a ensuite un raisonnement pour aller plus loin que la simple description que donne le jugement d'existence. Et ensuite, une fois qu'on a abouti à des conclusions, on retourne au jugement d'existence histoire de les vérifier, puisque notre maître c'est le réel. Dans l'activité artistique, c'est tout à fait différent. Ce qui est premier, c'est une inspiration qui aboutit à un projet qu'on appelle en latin idea. Elle sort de nous. Dans l'activité artistique utilitaire, elle est soumise à certains critères comme l'efficacité, ce qu'on attend, donc le contrat qui nous est demandé pour réussir cette œuvre. Et c'est ce projet qui est central, qui va diriger tout comme un principe pour aboutir à l'œuvre réalisée. C'est lui qui va choisir les moyens, les matériaux, les outils utilisés, etc. Dans l'activité politique, pareil, il y a une analyse. Donc, on se rend compte qu'il y a un bien commun, et ce bien commun, on le hiérarchise en choses essentielles, en choses secondaires. Il est certain que les personnes qui constituent la communauté sont essentielles, et que
le goudron qu'on choisira pour faire une route qui permet d'accéder à une ferme, c'est un moyen matériel qui n'est pas au même niveau que les personnes qui habitent dans la ferme. Donc les choses étant hiérarchisées, la prudence va jouer. On va calculer le coût, l'intérêt, ce que ça apporte aux riverains, etc. Parce que c'est le bien commun qui dirige toute cette activité. Eh bien, maintenant, il me reste, en comparant, à analyser le fonctionnement de l'activité morale. L'activité morale commence toujours par un premier amour qui n'est pas libre et qui vient attirer notre esprit vers un bien. Un bien. Ce premier amour s'impose. On peut dire que, étant une faculté d'aimer, notre volonté peut être actualisée, vraiment, alors qu'elle ne l'a pas voulu, par un bien qui est spirituel, ou parfois qu'elle peut croire spirituel, et qui est devant elle. Comme la volonté n'est pas une faculté séparée du reste de notre être, souvent elle entraîne avec elle, ou alors elle est entraînée par l'affectivité sensible, donc la passion, qui elle est attirée par un bien sensible. Dans un second temps, quand on se rend compte de ce premier amour par des signes, une passion, des pensées permanentes, par exemple si c'est une personne pour elle, le cœur qui bat quand on la voit, etc. Eh bien va intervenir l'activité libre, la première activité libre. Ça veut dire que on va ou non transformer ce bien qui nous a attirés en notre finalité. Et là, c'est un acte vraiment qui sort de l'intelligence et de la volonté, mais dans leur activité proprement humaine. Donc avec une réflexion, puis un choix. On choisit cette finalité comme étant notre fin, c'est ce qu'on appelle l'intention de vie. Parfois, ce bien qu'on aime, qui s'est imposé à nous, peut poser des problèmes. Donc avant de le transformer en finalité, va intervenir un certain conseil intérieur. C'est l'intelligence qui réfléchit, qui peut même demander conseil à d'autres. Mais ces trois choses, l'amour, le premier amour non libre, le conseil et l'intention de vie, ont toutes comme caractéristique de se porter ou de refuser de se porter sur un bien pour en faire sa finalité. Donc on touche là à la première partie de l'analyse de l'activité morale, c'est l'analyse par son principe, à savoir par la finalité qui la structure. Cependant, lorsqu'on garde les choses, l'activité morale ne s'arrête pas là. Faire d'un bien, comme une personne humaine dans l'amour d'amitié, sa finalité, ça ne veut pas dire que elle, cette personne humaine, réciproquement, fait de nous son bien. On voit bien qu'à ce moment-là, l'amour est inachevé. Ce n'est pas encore une amitié, c'est un amour spirituel pour une personne qui ne nous connaît pas encore. Et donc, tout naturellement, l'activité morale, si, évidemment, on a fait de cette personne notre finalité, va devoir prendre les moyens pour arriver à sa finalité, donc pour passer d'une union affective, imaginaire pour le moment, à une union réciproque effective, efficace. Et donc, premièrement, on va d'abord prendre conseil des bons moyens. Certains se renseignent auprès des amis de cette personne pour savoir comment elle est, comment elle fonctionne, comment l'approcher. Une fois que ce conseil a été pris, donc qui implique l'intelligence aussi, parce que l'intelligence est toujours ce qui préside à l'activité proprement humaine, alors on va pouvoir choisir les moyens pour l'approcher. Donc par exemple, tout simplement, aller lui dire qu'on aimerait bien discuter avec elle, l'inviter dans un café ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas tout. Certaines personnes en restent à ces choses-là qui pour le moment sont très intérieures, qui ne posent pas de problème et ne passent jamais à l'acte. Je me rappelle avoir vu certains de mes élèves qui étaient amoureux et qui pendant 1 an, quelquefois 2, restaient à se morfondre avec le cœur qui battait à l'idée même de pouvoir prendre le risque de déclarer leur amour, à cause de la terreur sans doute de se prendre un échec. Et donc l'activité suivante, c'est l'imperium, le passage à l'acte.
C'est-à-dire que concrètement, les moyens qui ont été choisis, pesés par le conseil extérieur, conseil intérieur, donc lié à sa prudence, on les met en œuvre. Et il ne suffit pas de les mettre en œuvre. Encore faut-il, puisque les circonstances du temps peuvent varier, gérer sans cesse l'usage de ces moyens, savoir y renoncer s'ils ne marchent pas, contourner, s'adapter. Et c'est ce qu'on appelle l'usage des moyens. Toute cette activité que je décris maintenant, elle a quelque chose en commun, c'est qu'elle ne porte plus spécifiquement sur la fin, même si c'est porté par la fin que ces choses-là se mettent en place. Mais elle porte sur les moyens au service de cette fin. Et donc on le voit, les trois premières activités que j'ai décrites sont fondamentales, essentielles, elles structurent comme le principe et comme la cause l'activité morale. Et les 4, je crois qu'il y a 4, donc conseil, choix des moyens, imperium, usage, les 4 activités que je décris maintenant sont de l'ordre des moyens, mais évidemment non leur unité que portée par la finalité. On ne peut pas les séparer. L'analyse, elle sépare. Ça veut dire que, par exemple, si un jour on peut considérer une faute morale, la faute est d'autant plus grave qu'elle touche à la finalité, d'autant moins grave qu'elle touchera à un moyen. Plus on touche la proximité de l'intention, et plus la matière est grave, évidemment. Enfin, pour terminer l'analyse de l'activité morale, eh bien, si jamais ces moyens utilisés ont abouti à leur fin, c'est-à-dire que la personne s'intéresse et veut bien entrer dans une amitié, c'est-à-dire donner la réciprocité, alors on va entrer dans ce qu'on appelle la joie. La joie, c'est quand le bien qui était désiré est maintenant atteint. Cependant, attention, ici, je n'ai décrit que le début d'un premier amour, d'un amour d'amitié. Cette analyse-là, perpétuellement, va intervenir au cours de la vie, parce que l'amitié n'est pas achevée par ce premier acte d'amour réciproque. Elle va devoir grandir, se structurer, et elle peut durer toute une vie. Et sans cesse dans la vie, l'intention doit être présente, fondée sur le premier amour, et des moyens devront être utilisés sans cesse pour réactiver l'amitié, pour la faire grandir, etc. C'est pourquoi il y a ensuite une autre analyse qui est plus psychologique et qui décrit le devenir que peut avoir un amour d'amitié au cours d'une vie. Elle est plus psychologique, cette analyse-là, parce qu'elle tient compte de données qui sont présentes dans la vie sensible, qui se mettent fréquemment en œuvre et qui s'établissent au cours du temps. Je veux dire par là qu'une amitié de 15 jours, c'est pas la même chose qu'une amitié de 30 ans. Et donc il faudra bien regarder cela et en faire une analyse aussi. Ce qui est étonnant, et ce qu'on constate, c'est que autour de l'amour d'amitié tel que je viens de le décrire, on retrouve en fait la totalité des actes qui habituellement, dans une scolastique commune, sont donnés comme étant les actes moraux. L'intention, le choix, le conseil, l'imperium, l'usage, etc. Tout simplement parce que, comme le disait le père Marie-Dominique Philippe, l'amour d'amitié est l'activité morale par excellence. Et donc évidemment, il suffit de l'étudier 2 minutes pour se rendre compte que dans sa naissance, puisque c'est de la naissance de cette amitié que nous avons traitée, tout intervient. Évidemment, j'aurais pu procéder autrement et prendre un tout autre exemple. Si je prends une finalité mauvaise au point de vue moral parce que ne pouvant pas combler l'être humain, comme par exemple un homme qui centrerait toute son activité morale sur l'obtention d'un plaisir sentimental qu'il croit être l'amour, mais uniquement le plaisir sentimental. C'est souvent un défaut qu'on repère chez les jeunes. Eh bien, on trouverait exactement les mêmes choses. À savoir que, au départ, il y a donc un premier amour qui est passionnel, avec une sensation de battement de cœur qui est véritablement fort et qui prend toute son intention. Ensuite de ça, évidemment, étant tombé amoureux, il met son intention dans cet amour. Et si c'est une jeune fille,
il va se mettre à se dire « elle est charmante, elle rayonne de pureté, elle a des beaux yeux bleus, donc elle est bien, elle doit être douce, elle doit être pure, etc. Elle me correspond. » Il ne prend pas conseil de lui-même parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas l'expérience qui lui montrerait que la beauté, le charme physique ne correspond pas toujours à la réalité profonde d'une personne. L'apparence est trompeuse et il faut se brûler les ailes. Il aurait pris conseil, évidemment, on lui aurait dit « mais non, on la connaît, elle est comme ci, comme ça, ses amis le savent, c'est une peau de vache par exemple, ou n'importe quoi comme ça ». Eh bien en fait, il n'aurait probablement pas écouté parce que dans cette finalité que j'indique là, qui est bien une finalité morale, c'est le plaisir passionnel qui est pris, et donc ça envahit tout, l'imaginaire, et le conseil n'est plus écouté, ni son propre conseil. Seule l'expérience douloureuse, après usage, c'est-à-dire à la fin, lorsque la réciprocité se fera et qu'il verra en acte avec le temps qui est cette jeune fille, pourra soit démentir son imaginaire, soit le conforter. Et alors ensuite, ce jeune homme, évidemment, n'a qu'une seule idée, c'est évidemment de sortir avec cette jeune fille, et donc il va commencer par prendre conseil pour savoir comment lui parler. S'il peut approcher de quelqu'un qui connaît comment elle est, s'il doit lui envoyer un mot directement par SMS, ou alors l'aborder ou l'inviter au cinéma. Il choisira les moyens en fonction des conseils qu'il a, qui sont des conseils qui ne portent pas sur la fin. La fin, elle s'impose. Il était pris par sa passion, il y allait. Il passera à l'acte, ça veut dire que par exemple, il va lui déclarer qu'il l'aime bien, qu'il aimerait bien l'inviter. Et si la jeune fille a la même mentalité que lui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la maturité, et qu'il s'avère qu'il ne provoque pas ce premier amour sensible, ce premier battement de cœur, eh bien elle dira non, elle le repoussera. Parce que son critère de jugement est, de la même façon, un plaisir sensible, sentimental, un charme qui émane, une attraction physique. Si au contraire, comment dirais-je, elle est tout aussi rapide, ou alors si elle a une autre intention, elle répondra favorablement. Et c'est là qu'il peut arriver des amours d'amitié décalés. Par exemple, si la jeune fille, elle, a véritablement comme intention la personne de ce garçon, parce qu'elle considère que c'est un garçon bien, elle le connaissait d'avant, elle a pris conseil, et que lui ne fonctionne que par le plaisir sentimental, eh bien, on a un amour d'amitié en apparence qui, en fait, n'en est pas un. Et qui, dès que apparaîtra la tempête, celui qui est fondé sur le sable, c'est-à-dire uniquement sur le plaisir sentimental, et qui n'a pas de responsabilité autre que le plaisir qu'il en éprouve, partira. Parce qu'en fait, l'intention de ce garçon, dans l'exemple que j'ai pris, n'est pas directement une intention responsable, spirituelle, à savoir une personne sacrée envers qui on s'engage, qu'on ne peut pas traiter n'importe comment. Mais l'intention porte sur un plaisir. En fait, il s'aime lui-même, ou plutôt il aime le plaisir qui émane de ce moyen qui s'avère être une magnifique jeune fille qui l'a séduite. Si on peut dire, en philosophie morale, que l'intention de ce garçon est mauvaise, c'est parce qu'elle ne correspond pas à la plénitude de son être, et elle provoquera la douleur, la souffrance, si la jeune fille, par hasard, est à un autre niveau d'intention. Cependant, un adolescent peut grandir, on peut progresser, on a été jeune. Donc, dire que quelque chose, une intention est mauvaise, ce n'est pas une condamnation, c'est en vue d'une construction. Et tout le cours de philosophie morale, justement, sert à ne pas se tromper de finalité et à savoir observer dans son être les différentes finalités qui fonctionnent toutes selon l'analyse que je viens d'indiquer. Il faut souvent beaucoup plus que des cours de philosophie pour comprendre, pour analyser en soi le véritable niveau de nos intentions de vie. Il faut souvent, et c'est quelquefois beaucoup plus efficace, des échecs dans la vie, puis une réflexion sur soi-même, pour analyser ce qui exactement était notre intention dans tel ou tel amour d'amitié en essence. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à l'amour d'amitié que ces deux alter-ego que Aristote déclarait. L'amour d'amitié au sens propre
est finalisée par un bien honnête. Honnête, ça veut dire que c'est véritablement la personne de l'autre tout entière. Son corps peut intervenir, sa beauté physique peuvent intervenir, ce n'est pas le problème, ils doivent même intervenir. Mais la finalité et le bien honnête, ça veut dire que c'est la personne profonde de l'autre telle qu'elle est. Et son charme, sa beauté, qui sont importants, sont plutôt de l'ordre de la gloire, de ce bien qui est sa personnalité profonde. C'est de l'ordre des moyens qui, Aristote le disait, sont à l'origine, sont à l'utilité de la naissance des mariages. Autre, comment dirais-je, façon de vivre un amour d'amitié, c'est l'amour d'amitié de plaisir. Ça veut dire qu'en fait, on est finalisé non pas par la personne elle-même, mais par le plaisir qu'elle peut apporter. Et ce plaisir n'est pas forcément sexuel, il peut être un plaisir purement affectif ou un plaisir de loisir. Par exemple, les amitiés de copains dans les classes sont souvent en fait uniquement des personnes qui se sont trouvées là par hasard et qui s'amusent bien ensemble parce qu'elles ont un tempérament proche. On peut voir que ce ne sont pas des amitiés honnêtes par la suite, quand, la vie les ayant séparées, eh bien on s'oublie. Il n'y a plus de stabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de fidélité. Le seul motif qui fondait cette camaraderie, c'était le plaisir. Troisième degré d'intention que Aristote déclinait, c'était l'amitié d'utilité. Ça veut dire qu'on peut très bien créer une relation en apparence d'amour d'amitié, mais en fait parce qu'on a besoin d'une personne pour un usage particulier. Par exemple parce qu'elle a une forte responsabilité et qu'elle pourra peut-être nous faire progresser au niveau de notre entreprise, nous donner de l'avancement. Eh bien, ce genre d'amour d'amitié qui peut exister, si elle se fait passer pour une amitié honnête, est malhonnête, profondément. Elle est de l'ordre du mensonge. Et malheureusement, on sait très bien comment l'être humain peut mentir à ce niveau-là. Donc, il faut du temps, il faut de l'observation de soi pour arriver à distinguer bien ses intentions de vie. Et c'est ce que cet exemple voulait montrer.